Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, il a été très difficile aujourd'hui pour les les Louchois habitants Kassapa et Texaco de retrouver leurs arrêts de bus et même des taxis. Une autre délocalisation a été effectuée ce jeudi. Les taxis se trouvant sur l'avenue Maniema ont été acheminés sur l'avenue Kassaï et les bus de Texaco qui étaient au niveau de la place de la gare sont ramenés sur l'avenue du 30 juin au niveau de l'arrêt Kassapa. Face à face au Dax Sompo et les responsables de Centurion Investissement, au menu expliquer au ministre comment cette entreprise s'occupe de la gestion des immondices dans la ville de Lubumbashi. Le maire Oscar Sangouza Mutunda a également pris part à cet échange. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, le ministre provincial de l'Environnement, le docteur Odax Sompo, a échangé avec le responsable de Centurion Investissement, une entreprise sud-africaine qui s'occupe de la gestion des déchets à Lubumbashi. Celle-ci travaille en partenariat avec la mairie. Hormis la politique de gestion des immondices dans la ville, les échanges ont également gravité autour du protocole d'accord entre la mairie et Centurion Investissement. Toujours dans le souci d'assainir tous les coins et recoins de Lubumbashi, le gouvernement a fait recours à des partenaires privés pour cette fin. La société Centurion, en partenariat avec la mairie de Lubumbashi, a déjà débuté à rendre salubre certains coins de la ville. Au cours de cet échange, le ministre Odax Sompo a défini le protocole d'accord. Il a également émis le vœu de voir cette entreprise relever les défis en ce qui concerne la gestion des déchets plastiques, des ménages et hospitaliers, aussi le curage des drains. Déjà, un terrain de 100 hectares est disponibilisé pour la gestion des immondices. Dorénavant, les Louchois devront procéder au paiement de la taxe d'immondices pour le bon fonctionnement du service. Les gens préfèrent habiter à Lubumbashi pour ne rien payer, avoir toute la gratuité de tout. Et nous, maintenant, dorénavant, les immondices seront payants. Donc nous n'allons pas continuer parce que l'expérience peut vous dire quelque chose. Nous avons Kassangui de notre côté, vous voyez les résultats. Nous sommes au début. Les résultats, c'est un cimetière vraiment moderne. Pour Thierry Terreblanche, directeur général de Centurion Investissement, l'objectif de son entreprise n'est pas seulement de ramasser les plastiques, mais l'assainissement complet de la ville grâce à son système de travail. L'implication de tous est nécessaire pour que Lubumbashi retrouve sa beauté d'antan, opérateurs économiques, miniers et même les entreprises. Des passagers empruntant les lignes Ville, Texaco et Kassapa pour les taxis et même les taxibus ont eu de la peine pour retrouver leur arrêt. Ce jeudi 27 août, les arrêts des taxis et taxibus ont été une fois de plus délocalisés. Pour les taxis par exemple, l'arrêt ramené sur l'avenue Maniema se retrouve sur l'avenue Kassaï. Un calvaire aussi pour ceux qui se sont rendus à la place de la gare. L'arrêt de bus Ville, Texaco est rentré au lieu habituel, c'est-à-dire sur l'avenue du 30 juin au niveau de la Rébus Kassapa. Antoine Roger Mbouyi et Michel Olila nous en disent plus. Finalement, toutes les mesures réglementant les transports quant à la délocalisation des taxis et taxibus ne seront que de courte durée à Lubumbashi. Illustration, plus ou moins 2 semaines pour les taxis de la ligne Ville-Texaco et Ville-Kassapa. D'abord au niveau de l'Ipamou, ensuite ramenés sur l'avenue Maniema. Ce jeudi 27 août 2015, les passagers sont surpris de constater que l'arrêt est de nouveau délocalisé, cette fois-ci sur l'avenue Kassaï, tronçon compris entre Sonas et l'avenue Tabora. Et c'est une désolation pour eux et pour les chauffeurs qui subiraient encore des tracasseries. On n'est toujours pas fixé, on nous a installés sur Maniema, les gens s'y étaient habitués. Curieusement, c'est une autre délocalisation pour l'avenue Kassaï. Quand ils viennent, on n'avance aucune raison, et c'est de la tracasserie. Les mêmes jours, les taxibus Ville-Texaco installés à la gare, il y a peu, sont revenus à l'ancien arrêt avec les taxibus Kassapa. Retour occasionné par des remous, conducteurs comme passagers estimant qu'il n'y a pas respect, moins encore l'information ne circule pas. Dans tout ça, c'est la population qui a empathie, d'où ces interrogations. Pourquoi tant de délocalisations dans un temps record? Y a-t-il un agenda caché? Néanmoins, l'on subit la rigueur de l'impopularité des mesures prises par les autorités de ce secteur des transports à Lubumbashi.
Et depuis plus ou moins 5 mois, certaines marchandises sont déclarées en Tanzanie. Il s'agit des véhicules automobiles, des produits pétroliers, l'huile végétale, les farines de maïs et de froment. La mesure faisant partie des réformes du territoire douanier unique avec la Tanzanie. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, les prix des véhicules et autres produits n'ont pas haussé. Linda Lukalu nous éclaire dessus. Les prix des véhicules automobiles ont-ils haussé à Lubumbashi? Non. Plusieurs réformes sont entreprises au niveau des douanes congolaises et tanzaniennes. La plus récente, le territoire douanier unique avec la Tanzanie. La mesure, qui est en phase expérimentale, consiste à amorcer le processus de déclaration au port de Dar es Salaam. Kasumbalesa a été choisi pour toutes les opérations comme bureau pilote. C'est plus ou moins 4 produits qui subissent le processus: les véhicules automobiles, les produits pétroliers, les huiles végétales, la farine de maïs et le froment. Tout est parti du souci du gouvernement tanzanien de lutter contre la fraude qui s'organisait de 2 façons: le phénomène Bilanga et la perte des documents originaux. Le système étant informatisé, la procédure fait gagner en temps et les autorités douanières espèrent renflouer les caisses de l'État. Du côté des vendeurs des véhicules, rien n'a changé. Le coût de l'importation des véhicules est le même. La seule difficulté réside dans le fait que la Tanzanie fait payer les chômages après 2 semaines, ce qui n'est pas le cas dans différents postes frontaliers congolais. Et vous le savez, la rentrée des classes est pour très bientôt. Une rentrée scolaire est toujours un casse-tête pour les parents, qu'ils soient du secteur public ou privé. Juste la réinscription et l'inscription coûtent entre 20 et 100 dollars américains pour les privés et plus ou moins 12 000 à 25 000 francs congolais dans le secteur public. Combien coûterait un enfant à ses parents lorsqu'on ajoute les fournitures scolaires et différents frais? Tentative de réponse avec Janine Bouchou. Les parents dépensent au moins 70 000 francs congolais ou au plus 150 000 francs congolais avant la rentrée scolaire d'un enfant. Pour ce qui est des frais d'inscription et de réinscription, les prix varient entre 12 000 et 25 000 francs congolais dans les écoles officielles. Dans le secteur privé, il faut débourser entre 20 et 100 dollars américains. Autres dépenses à engager, plus ou moins 15 000 francs congolais pour l'achat des cahiers et autres objets classiques, plus ou moins 9 000 pour les chaussures. Pour les sacs, vous pouvez débourser actuellement 13 000 francs congolais et la tenue des gymnastiques peut vous coûter 12 000 francs congolais. À Lubumbashi, en moyenne, une famille a 5 enfants. Un parent doit donc dépenser au moins 350 000 francs congolais ou au plus 750 000 francs congolais pour offrir les nécessaires à ses enfants avant de commencer les études. Hormis ces dépenses, il faut également penser à payer les frais d'intervention ponctuels, Minerval et autres frais pendant l'année scolaire. Pour ce qui est des filles, par exemple, dans les secteurs publics, le coût varie entre 12 et 25 000 francs congolais. Dans les écoles privées, les parents payent entre 20 et 100 dollars américains. Pendant une année, on paye 90 000 francs congolais et au plus 900 dollars américains. Pour une année, il faut au moins 160 000 francs congolais dans les secteurs officiels et au moins 420 000 francs congolais dans le secteur public pour scolariser un enfant. Les choses deviennent plus compliquées quand l'on sait qu'un Congolais moyen touche mensuellement au moins 100 dollars américains. Et pour le gouvernement congolais, dans le but d'apprendre aux élèves le sens du patriotisme dans les écoles, le salut au drapeau va reprendre. Certaines écoles ont les dispositifs du drapeau, voulais-je dire, et d'autres non, chose qui doit interpeller les structures ayant pour charge l'éducation nationale. Patricia Naïs-Maouka et Michel Oléla, reportage. Chaque pays a son drapeau qui est une pièce d'étoffe attachée à une hampe de forme rectangulaire regroupant une communauté. Le drapeau congolais, de par ses couleurs, le bleu, le jaune et le rouge, véhicule un message qui unit tout un peuple. Le drapeau a un caractère patriotique que toute nation inculque à sa population dès le jeune âge. En République démocratique du Congo, les élèves vont reprendre la culture du salut au drapeau, laquelle va inculquer à ces derniers l'amour de la patrie et aussi la mise en pratique du concept de l'initiation à la bonne citoyenneté. Nous avons
appris comme vous, monsieur le journaliste, le ministère de l'Éducation, les ministres concernés qui exigent qu'il y ait salut au drapeau chaque matin. Nous avons également salué cette initiative. Selon les messages qui passent tout au long de cette chanson, on comprend que nos jeunes doivent avoir été initiés dans ce sens-là pour qu'ils aient cette philosophie. Il s'avère que, à quelques jours de la rentrée scolaire, certaines écoles disposent des dispositifs du drapeau et certaines non. Le salut au drapeau au Congo n'est pas une innovation, car cela a existé à l'époque du Zaïre et sa reprise officielle est importante pour ce caractère patriotique. L'actualité, c'est également la poursuite de l'enregistrement des réfugiés burundais. Ils fuient leur pays depuis avril dernier suite aux violences électorales. Ils reçoivent une assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et réclament une meilleure prise en charge. De son côté, le HCR demande également une assistance au gouvernement congolais avec par exemple la désignation d'un camp pour une gestion efficace de ces personnes. Linda Lukalou nous en dit plus. Plus de 1000 réfugiés burundais ont été enregistrés. Ces personnes bénéficient depuis peu d'une assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Après l'identification de la personne qui réclame le statut de réfugié, elle reçoit un document qui lui permet d'avoir une assistance financière du HCR pendant 6 mois. Mais qui est réfugié ? L'article 1er de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés définit un réfugié comme une personne qui se trouve hors du pays dont elle a sa résidence habituelle et qui, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques, craint, avec raison, d'être persécuté et ne peut se réclamer de la protection de ce pays ou en raison de la dite crainte ne peut y retourner. Généralement, ces personnes doivent avant leur reconnaissance en tant que réfugiés prouver leur crainte d'être persécutés. Comme tous les individus, les réfugiés ont droit à un niveau de vie suffisant, une alimentation et un logement adéquat, ainsi qu'à la santé mentale et physique. Le premier besoin des réfugiés est la sécurité physique dont ils se trouvent privés dans leur pays d'origine. Ainsi, la première obligation des États selon la Convention sur les réfugiés est de ne pas renvoyer ou refouler les réfugiés vers les pays où ils seraient en danger de persécution. En ce qui concerne la situation actuelle, celle des réfugiés burundais, leurs enfants, une fois identifiés, bénéficieront d'une prise en charge scolaire totale au niveau du primaire et $20 comme frais supplétifs pour ceux qui sont au secondaire. Et nous parlons politique dans cette édition du journal. Pourquoi l'EDG, Espace démocratique pour la bonne gouvernance? C'est sous ce thème que plus de 1000 militants, cadres et membres du parti du révérend pasteur Daniel Ngoï Mulunda ont réfléchi. L'atelier des formations s'est clôturé ce jeudi 27 août 2015. Retenez que les participants sont venus des 4 coins de la République démocratique du Congo. Commentaire de Sylvie Moussaou sur les images de Félix Kalombo. C'est une ambiance particulière qui a régné ce jeudi 27 août, jour de la clôture des travaux de l'atelier des formations politiques et idéologiques de l'EDG, l'espace démocratique pour la bonne gouvernance. Dans la cour du complexe scolaire Malkia, toutes les bases et circonscriptions ont pris rendez-vous à cette rencontre et les groupes d'animation ont agrémenté la cérémonie. C'est le secrétaire général du parti, M. Kandolo, qui a procédé à la lecture des nominés. Il va après recevoir des mains du président Daniel Ngoï Mulunda les insignes et attributs du pouvoir. C'est depuis le 21 juillet 2012 que ce jeune parti est agréé. Il prône l'humanisme, la liberté et l'égalité pour le bien-être des Congolais.
Nous parlons actualité hors de nos frontières avant de prendre les sports. Aux États-Unis d'Amérique, 2 journalistes ont été tués par balle par un ancien collègue en direct à la télévision. Et puis au Nigeria, 500 jours se sont écoulés depuis que les lycéennes de Chibok avaient été enlevées par Boko Haram. Lumière Moussa. Au lendemain de la tuerie, immense émotion aux États-Unis. Dans la petite ville de Virginie, où la journaliste Allison et son caméraman Adam ont été assassinés en direct à la télévision, les habitants viennent se recueillir. Ça fait vraiment mon cœur. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce qui s'est passé. J'avais besoin d'être là pour témoigner de mon soutien. On ne peut pas imaginer que quelque chose comme cela puisse arriver si près de chez nous. Ça traumatise toute la ville ici. Voici Allison en pleine interview. Ni elle, ni son caméraman n'a remarqué l'homme qui s'est placé juste à côté de la caméra. Ce dernier tire, tue les deux et blesse grièvement la femme interviewée. La scène passe en direct sur cette chaîne locale et sur le plateau, c'est le froid. La stupéfaction redouble lorsque l'on découvre le visage du tueur. Il s'agit bien d'un ancien journaliste de la chaîne qui avait été licencié il y a de cela 2 ans. Quand il travaillait ici, Allison Parker était stagiaire et il a travaillé avec Adam Ward. Nous n'avons eu aucune nouvelle, aucun contact avec lui depuis son départ de la chaîne le 1er février 2013. Cette affaire, qui horrifie l'Amérique, relance le débat sur le contrôle des armes à feu. Au Nigeria, cela fait 500 jours que les lycéens de Chibok ont été enlevés par Boko Haram. En dépit de la mobilisation internationale illustrée par le mouvement, on reste sans nouvelles des jeunes filles annoncées mariées ou vendues en esclavage. Pour la petite histoire, un certain 14 avril 2014 à Chibok, dans l'état de Borno, les islamistes de la secte de Boko Haram faisaient irruption dans une école, enlevant 276 lycéennes qui passaient leurs examens. Quelques jours seulement, 57 réussissent à s'échapper alors que l'armée investit le secteur. Le Conseil de sécurité se saisit de l'affaire qui scandalise le monde entier. Pour ne pas oublier, les familles manifestent ce jeudi au Nigeria. Et en sport, vous le savez, l'actualité, c'est la poursuite de la Coupe du Congo de basketball dans la capitale Kinshasa. Ce jeudi, quartier mission de la ville montagneuse de Likasi était face à terreur, tandis que Vita Club a rencontré Gazelle. 20 clubs de Kinshasa, c'est la première équipe à se hisser en demi-finale de cette 32e édition de la Coupe du Congo. Les Kinoises, dans un match à sens unique, ont largement battu Gazelle de Bukavu sur la note de 85 points contre 26. Le coach Adi Koko a déjà sa tête tournée vers les demi-finales ainsi que la finale. On joue contre le gagnant du match Makomeno et Motema Pembe. Nous avons déjà joué contre Makomeno et on a déjà aussi visualisé Motema Pembe. Je crois que les deux équipes se valent et je crois qu'on va faire un demi-finale. Vous savez que notre objectif est passé jusqu'en finale. Côté Gazelle, c'est une satisfaction d'arriver jusqu'en quart des finales, vu que beaucoup de choses ont été apprises au cours de cette compétition. Il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer. Les équipes avec lesquelles on a joué sont des équipes fortes, des professionnels. Elles ont beaucoup d'entraînement plus que nous, beaucoup de physique. Et j'espère que la première leçon sera de rentrer à Bukavu et de faire mieux, de faire beaucoup d'entraînement et beaucoup de physique. Chez les messieurs, Terreur de Kinshasa est passé par toutes les émotions pour arracher son ticket en demi-finale face à Quartier Mission de Likasi à l'issue d'un match à vive tension. Quartier Mission, qui menait à la mi-temps par 37 points contre 27, fera 7 minutes sans inscrire le moindre panier, laissant ainsi Fiston et Kalongo côté Terreur de remonter les scores et démener d'un panier et demi au troisième carton, 45-42. Une erreur des coachings que M. Alain tente ici de justifier. Vous savez, quand il y a la brutalité dans le jeu et que les arbitres ne citent pas les coachs, c'est comme ça. Vous avez vu vous-même l'arbitrage, comment il a été. C'est vraiment dénoncé. Et vous êtes déçu après cette défaite, vous vous arrêtez en quart de finale? Oui, bon, c'est une déception, mais c'est pas la fin du monde. On va toujours pousser dur pour passer.
Ce retard d'un panier et demi, Quartier Mission ne va plus le rattraper. 65-62 pour Terreur à la fin du match. C'est donc en quart de finale que Makeo, Ambolo et Alex s'arrêtent pendant que Terreur va jouer les demi-finales de cette 32e édition de la Coupe du Congo. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Retrouvez les news en 21h15, les news en version française et à 23h. Edouard Kankou va vous informer. Moi je reviens demain à 17h30 et 19h. Bonne soirée à vous tous.